as well? Yeah. I think that Angelica is going to. Yeah, because it's important that the recording starts and then by the end of the session, it gets saved. Yes. Angelica is going to record the French session. That's right. Now, Perfect. and if I can ask all great. And then you have to save it at the end. Please don't forget that because it's very important. can I ask all the panelists to keep their video on, and then I will hide the non-video participants so that we don't see the interpreters or myself once I go off camera. And Benoit and Annie and Patty, I hope your bandwidth allows that. Great. Voilà. And Patty? Patty, tu peux ouvrir, s'il vous plaît? La caméra pose un peu de problème. Aha. Excellent. Whoops. You're in multiple. Like an artwork. On te voit 5-5 là, Maître Patty. Ouais, la caméra a un petit problème. C'est comme ça que je t'ai. Mais il y a international, la caméra petit problème au monde. Now, Pierrette, are you going to make opening welcome remarks in a moment, or do you want me to and then turn it to you? No, you. Okay. But I was asking myself, are you also going to do the channel thing? Which channel thing? People to choose their channel, even though they are speaking French. Yes, good point. Yeah, I'll do that. Okay, cool. Merci. Merci beaucoup. Let's just wait a moment. Welcome to those people who've joined. I see we've got 6 attendees, and really great to have you all with us. I see some familiar faces or some familiar names. Really nice to have you with us. Welcome. And we'll give it just a moment or two, and then we'll get started. Annie, I see you have some visitors. Non, ça va. J'ai libéré une personne, excusez-moi. Oh, okay. Okay. Merci. Mais là, moi, j'en ai déjà. Pierrette, là, TikTok. Unaanza tena. Il est bien habillé, vraiment. Maman, ni yomo kozo mona. Okay, colleagues. Sorry to interrupt you.
Is it okay if we get started? Yeah? Great. And so I just want to welcome everyone again to this webinar. We'll be meeting for the next 90 minutes. And it's an absolute delight to have this opportunity to introduce to you the panelists we have. Pirette Kengele will be moderating the session. And Pirette is someone who we've worked with very, very closely on this project. She's tracked the progress of the work we're doing across the various different countries we're involved in. And Pirette and I used to work together for many years at a South African NGO, Sonke Gender Justice. Since leaving Sonke, Pirette has gone on to do great things as a public health consultant across the continent, working in the Great Lakes area, in West Africa and Southern Africa. And I know Pirette is going to do a fantastic job of moderating this panel. I'll leave it to you, Pirette, to introduce the other panelists. And just to say thank you very, very much to all of the panelists for agreeing to spend the next 90 minutes with us. Let me just say a few words of introduction about myself. I'm Dean Peacock, and I am the director of the project to mobilize men for feminist peace at the Women's International League for Peace and Freedom. For those of you who don't know the Women's International League for Peace and Freedom, or WILP, as we refer to it, WILP has the proud history of being the oldest women's peace-building organization in the world, established in 1915 in the middle of the First World War, at a time not entirely dissimilar to the one we're in at the moment, with a war raging in Europe and threatening to spill over, and conflicts emerging elsewhere as well. And so we do this webinar on the issue of militarized masculinities at a really critical juncture. We've got, the war in Russia and Ukraine, of course, that's now been waging for over a year, where we see issues related to patriarchal masculinity, militarized identities of men in full display. And we, of course, also see that in other places. We're joined today by one of our close colleagues, Reem Abbas, who's joining us from Sudan, a country, of course, also dealing with conflict and civil war at the moment, or at least war between two military factions. And that, unfortunately, is a phenomenon that we have seen far too much of in recent times. And so it's a very opportune moment to be having this discussion. And what you'll be hearing is the results of original research carried out by our colleagues in DRC, in the WILP DRC offices, headed up by Annie Matundu, who you're going to hear from in a moment, in close partnership with colleagues at Living Peace Institute based in Eastern DRC. We're going to hear from Benoit today on the really groundbreaking work that Living Peace Institute has been doing under Benoit and Alois's leadership over the last decade or so. And then we'll hear also from Patti, both his experiences at the Women's International League for Peace and Freedom, and some of his experiences from the National Democratic Institute, where he has been working on the mobilizing men, not mobilizing men, Men, Power and Politics initiative. So you're going to hear about the research conducted by all three of the panelists. And I'll close by just describing to you the fuller picture of that research. So that research is part of this broader project that I direct together with my colleagues Angelica Pino and Reem Abbas, who are on the call with us today. It's a multi-country project to mobilize men for feminist peace, and it has three broad social change strategies. The first is alliance building. It is itself an initiative that's a partnership between WILP and the Men Engage Alliance. So alliance building is the first strategy. You'll hear a little bit about that in today's presentation. Second strategy has been research and analysis. And the project started during COVID. And so research was something that we were able to do a lot of in the 2 years that travel was not really possible. And so you're going to hear
as I've said about the research from the WILP DRC, but it's part of a broader body of research. We produced about 26 original pieces of research, which you can find on the WILP research page. And the other countries were Cameroon, Afghanistan, and Colombia, Zimbabwe, and Sri Lanka. And then the third strategy is advocacy. And that is in development at the moment, applying the lessons from the research and really thinking about what we can do with the research findings to advance our advocacy efforts to support the implementation of the Women, Peace and Security agenda. So that's the project overview. And I am delighted, as I said earlier, to turn the floor over to Pierrette Kengela, who's going to introduce the panelists and lead the discussion. So over to you, Pierrette. Thanks so much. Merci beaucoup, Dean. Bonjour tout le monde. Comme on avait dit, ce webinaire va se passer en français, mais nous avons l'interprétation en anglais. Donc, pour tous ceux qui parlent, que ce soit pour ceux qui parlent français ou que ce soit pour ceux qui parlent anglais, si vous pouvez choisir votre canal, s'il vous plaît. Comme ça, vous serez en mesure non seulement d'entendre l'interprétation, mais si vous avez une question et tout, les interprètes pourront aussi vous écouter et vous aider. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la présentation de nos panélistes. Notre première panéliste, c'est Madame Annie Matundu Mbambi, qui est consultante en genre et développement, représentante régionale de WILF en Afrique, présidente honoraire de WILF en République démocratique du Congo et activiste des droits des femmes depuis une vingtaine d'années, si je ne me trompe pas. Et après, nous avons M. Benoît Roura-Totoye. M. Benoît, c'est un chercheur et directeur de formation au Living Peace Institute en République démocratique du Congo, et précisément basé à Goma. Et ensuite, nous avons Maître Paty Siwala. Maître Paty, c'est un juriste de formation et expert en approche masculinité, pouvoir et politique à la NDI, en République démocratique du Congo, basée à Kinshasa. Est-ce que nos panélistes ont juste un petit mot à dire à nos participants avant de commencer? Merci Pierrette. Bonjour Pierrette. Bonjour Maître Paty. Bonjour à tous les panélistes et aux organisateurs. Je voudrais dire merci aux organisateurs pour l'opportunité qui nous est accordée de pouvoir participer à ces grands panels où nous allons essayer de partager nos expériences. En tout cas, merci beaucoup. Merci Maître Paty. Monsieur Benoît, Madame Annie, est-ce que vous avez un mot avant qu'on commence? Bon, juste remercier aussi, comme notre ami Paty, de cette opportunité de partager avec vous les résultats de notre recherche que nous avons effectuée ensemble. Merci. Merci beaucoup. Madame Annie? Merci Pierrette, merci tout le monde. C'est un plaisir, une belle opportunité de pouvoir se retrouver dans ce webinaire où nous allons essayer de participer et de dire ce que nous avons fait pendant la première phase de notre étude sur la masculinité militarisée. Encore une fois, merci. Merci beaucoup à nos panélistes. Juste pour information pour nos participants, nous allons passer 30 minutes à poser des questions à nos panélistes et après, nous aurons 15 minutes où vous, les participants, vous serez permis de poser aussi des questions aux panélistes. Donc, pendant que nous posons les questions ou pendant que je pose des questions, je ne vous ai pas oublié. À un certain point, vous pouvez prendre des notes parce qu'on va laisser nos panélistes parler. Vous pouvez déjà prendre des notes, garder vos questions et je crois après les premières 30 minutes, nous allons revenir vers vous pour une session de questions-réponses. Merci beaucoup. Donc là, je vais repartir vers Madame Annie. Madame Annie, nous avons entendu Monsieur Dean introduire le sujet de recherche. Il a parlé des violences basées sur le genre. Il a parlé de beaucoup de concepts que nous connaissons. Mais nous avons aussi entendu
M. Dean parlait de masculinité militarisée, qui était vraiment le focus de cette recherche. Pourquoi ce focus sur les masculinités militarisées? C'est quoi même ce contexte de masculinité militarisée? Comment est-ce que WILPF s'est intéressé à cette problématique? Et en fait, quels étaient les partenaires avec qui vous avez travaillé pour cette recherche et pour cette problématique en fait? Merci Pierrette pour votre question. Je pourrais dire qu'il est important pour nous en tant qu'une organisation qui œuvre pour la paix de ne pas tout simplement rester dans notre logique d'action traditionnelle qui consiste à plaider en faveur de la paix, mais de questionner les causes profondes des violences. Nous pouvons dire que malgré les avancées que nous observons en termes de législation, d'organisation et modernisation dans nos États, il est étonnant de constater également la persistance ou sinon la montée en continuité des conflits de plus en plus violentes. La République démocratique du Congo, comme vous le savez, par exemple, depuis les années 90, le pays est entré dans un cycle de violence et conflits armés dans lequel nous n'arrivons pas à nous en sortir. Donc, au-delà des intérêts économiques qui s'assimilent derrière ces conflits que connaît la République démocratique du Congo, il est d'autant logique que l'on se questionne sur les causes profondes de ces violences et on peut dire encore que les causes non apparentes de violence et donc c'est un problème qui continue à résider dans nos organisations et pourtant les prédispositions masculines à la violence constituent un point essentiel dans ces questionnements, d'où tout l'intérêt pour Wilfred DC de saisir l'opportunité de mener cette étude que nous avons eu à mener pendant 2 ans. Et si vous voulez connaître les partenaires qui ont travaillé avec nous, vous avez M. Benoît, qui est parmi les panélistes dans le cadre de Living Peace Institute. Nous avons travaillé aussi avec MENAngage, RDC, qui se trouve dans la province du Nord Kivu, et aussi toutes les organisations féminines qui prônent pour la paix et les organisations qui ont tendance de suivre les pas des MENAngage. Voilà ce que je peux répondre à votre question. Merci. Merci, Madame Annie, pour la réponse. Je crois que pour la prochaine question, je vais m'adresser à Maître Paty, s'il est toujours avec nous, parce que nous avons entendu dire qu'il avait un problème de connexion. Maître Paty, si vous êtes toujours là, en entendant ce que Madame Annie vient de nous dire, l'importance de la recherche, elle a parlé de toutes ces années de guerre que vit le Congo. La prochaine question serait pour vous, quelle était votre cible de recherche? Parce que nous savons que c'est une recherche. Donc, désolé, je vais prendre de l'eau. Donc, vous avez une cible principale pour cette recherche. Pourquoi cette cible? Quel est le choix de la cible? Pourquoi la cible? Et puis, en parlant de la cible, votre processus de collecte de données, quelles étaient les questions que vous avez explorées avec cette cible particulière pour pouvoir aboutir aux résultats que vous avez aujourd'hui par rapport à cette recherche? Merci beaucoup, Madame Pierrette. Alors, pour répondre directement à votre question, alors, étant donné qu'il était question pour nous de pouvoir explorer les causes profondes des violences à travers la masculinité, nous avions beaucoup plus ciblé en premier lieu les hommes qui étaient vraiment au cœur du problème. C'est-à-dire, quand on parle des hommes qui étaient au cœur du problème, nous avons beaucoup plus ciblé les hommes militaires, mais également les combattants. Les combattants sont les personnes qui combattent dans les groupes armés. Alors, en second lieu, notre cible par rapport à cette étude, nous avons pu accorder une attention
aux populations beaucoup plus jeunes, hein, les jeunes adolescents ainsi que les parents, les populations qui vivent dans les zones touchées par les conflits. Et enfin, nous avons aussi voulu cibler quelques hommes leaders, beaucoup plus ceux qui sont élevés en dignité politique, pour essayer un peu de les questionner. Alors, pour toutes ces cibles, il était important pour nous d'analyser les perceptions, les expériences et les pratiques des hommes qui essaient de contribuer ou d'alimenter cette construction des masculinités militarisées ainsi que de la violence, mais également de voir aussi comment les hommes qui essaient de résister à ces violences, comment on peut travailler sur ces résistances pour que nous puissions développer des programmes qui essaient de contribuer à la paix au niveau tant familial, communautaire et sociétal. Donc voilà un peu les cibles qui ont été visées par cette étude, mais également celles que nous avons poursuivies pour chaque cible. Merci. Merci beaucoup, Maître Paty. Si nous pouvons passer à M. Benoît, ça c'est un peu une continuité de ce que nous venons d'entendre par Maître Paty, parce que j'ai noté qu'il a parlé des anciens combattants, il a parlé des conflits, il a parlé de jeunes qui sont touchés par ces conflits. Donc, ma question pour vous, M. Benoît, c'est pouvez-vous nous expliquer comment s'est déroulée la recherche? Pourquoi avez-vous choisi ce coin particulier de la RDC pour votre recherche? Parce que Maître Paty vient de parler d'un coin où il y a des conflits. Et en parlant tout justement de cet emplacement géographique, quels risques sécuritaires avez-vous rencontrés et comment avez-vous géré ces risques? Merci beaucoup de me donner la parole. Et pour aller tout droit au but, donc à la question, je vais commencer par répondre à la question: pourquoi avez-vous choisi cet emplacement, ce terrain de recherche? Et M. Paty a palpé cette question. Et nous avons travaillé au Nord Kivu précisément, donc communément appelé l'Est de la RDC, mais précisément à Goma et à Nituri. Et comme vous le savez, nous avons décidé de faire une recherche dans ce contexte de conflits et de guerres. Et à cause de son état ou de ce contexte de guerre et de conflits. Et depuis des décennies, comme vous le savez tous, ce contexte socio-politique de l'Est de la RDC est depuis le théâtre de conflits de tout genre, d'insécurité et de guerres récurrentes, qui causent beaucoup de violences en général et de violences sexuelles en particulier. Je peux rappeler ici que l'Est de la RDC héberge une centaine de groupes armés. C'est une zone très militarisée, avec beaucoup de violences de toutes sortes. Et cela cause beaucoup de traumatismes de tout genre. Et pourquoi nous avons choisi ces zones? Et parce que nous voulions voir comment ces contextes de conflits ou de guerres contribuent ou influencent la construction ou la fabrication de la masculinité militarisée. Et comme on a dit, la masculinité militarisée, c'est une masculinité violente, agressive. Une masculinité, comme nous le savons tous, qui met l'homme en général, l'homme est devenu fort, avec beaucoup de pouvoir sur la femme, il est puissant, autoritaire. C'est un homme qui a une masculinité négative. Alors, je peux souligner ici que la population de notre recherche n'est pas seulement constituée des hommes militaires avec une masculinité militarisée ou des ex-combattants, mais nous avons travaillé aussi, comme Paty l'a dit, avec des adolescents vivant à Nituri, mais aussi avec leurs parents. Mais concernant toujours la question des groupes cibles, je veux préciser que nous avons travaillé avec des hommes militaires et hommes ex-combattants qui n'ont jamais réussi aucun support psychologique ou aucun programme. Et deuxième
catégorie, nous avons travaillé avec des hommes militaires et hommes ex-combattants qui ont reçu le support psychosocial de LPI, de Living Peace Institute. Et troisième catégorie, comme nous avons dit, nous avons travaillé à Ituri avec des adolescents âgés de 14 et 21 ans, et leurs parents, c'était à Bunia précisément, qui n'ont jamais reçu aucun traitement, aucun programme ou intervention. Et donc, on a choisi ce groupe d'hommes et nous les avons soumis à une recherche qualitative. Comme j'avais dit, c'était une recherche qualitative. Et voilà, si je ne me trompe pas, et je pense que je peux me limiter par là. Et il y a je vais développer peut-être le reste de la question après. Merci. Merci beaucoup, M. Benoît, pour votre réponse, vraiment informative. Je crois que par rapport à tous ces feedbacks que nous avons reçus de vous et des autres panélistes, si les autres panélistes peuvent, les gens cherchent à vous voir, s'il y a moyen, je sais qu'il y a un problème de réseau. Monsieur Paty, c'était plein, mais si vous pouvez allumer vos vidéos pour permettre aux autres de vous voir. Nous voulons plus poser des questions aussi sur le constat, parce que là, vous avez parlé de comment de procéder de la recherche, le pourquoi de la recherche. Mais suite à ce que vous venez de dire, je voudrais poser cette question à tous les panélistes. Chacun pourra répondre. Quels sont les facteurs directs et indirects qui alimentent en fait l'implication des hommes et des garçons dans les conflits armés en République démocratique du Congo, et plus précisément dans les lieux ciblés par votre recherche? Qu'est-ce qui alimente par rapport à vos observations, bien sûr? Alors, je peux commencer, Pierrette? Oui, Maître Paty, vous pouvez commencer. Alors, merci beaucoup pour la parole. Alors, en termes de facteurs directs et indirects qui essaient d'alimenter cette implication des hommes ainsi que des garçons dans les conflits, comme l'a si bien dit mon frère Benoît, et que nos cibles étaient avant tout les hommes qui étaient vraiment au cœur du problème, c'est-à-dire les combattants. Et en parlant des combattants, on voyait plus les militaires et ceux qui ont eu une expérience dans les groupes armés. Alors, je voudrais dire tout simplement que, certes, il est souvent évoqué que les conflits armés qui sévissent dans l'Est de la RDC est beaucoup plus pour des raisons économiques liées aux ressources naturelles, ce qui n'est pas faux, ce qui est une vérité. Mais au-delà de ça, il y a également d'autres facteurs essentiellement liés sur le plan de la personnalité des individus. Et cet aspect des choses, malheureusement, n'est pas assez évoqué par ceux qui essaient de... Je peux compléter, Maître Paty, monsieur nous avons Paty? perdu. Est-ce que vous nous entendez? Je peux compléter, monsieur Paty? Oui, en attendant que Maître Paty nous rejoigne, Madame Annie, vous pouvez compléter parce que c'était une question posée à tous les panélistes. Je crois qu'il faut d'abord commencer par dire que les hommes sont éduqués à manifester leur masculinité en utilisant la violence pour survivre aux divers traumatismes, par exemple la pauvreté, l'impunité et l'exploitation multiforme causée par la violence structurelle. Le chômage, par exemple, empêche les hommes de s'occuper de leur famille parce que, comme vous le savez, au départ, les hommes considèrent qu'ils sont les pourvoyeurs au niveau de la famille. Et quand les hommes ne s'occupent pas de la famille, cela fait qu'ils sont imbibés de la honte et de la frustration qui peuvent conduire certains d'entre eux à la criminalité ou à rejoindre le groupe armé dans le cas de la RDC. Donc, tous ces hommes-là, ils trouvent de l'impuissance
et la honte alimentent également la violence et l'abus du pouvoir. Nous avons vu dans une des études que nous avons consultées, les études des images, qui ont montré que le stress des hommes liés au chômage était un facteur prédictif important du recours des hommes à la violence contre les femmes. Voilà quelques facteurs qui font que les hommes courent tout le temps à la violence, à la prédominance, à l'imposition et au contrôle. Merci. Merci beaucoup, Madame Annie. Monsieur Benoît, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça? Oui, je peux ajouter. Bon, merci. Donc, bon, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les hommes ou les jeunes rejoignent les groupes armés. Mais au-delà des idéologies, je peux dire parmi les facteurs, Madame Annie a parlé de la pauvreté, a parlé du chômage, mais combiner tout ça au traumatisme collectif, sociétal. Donc, ça pousse les jeunes, ça motive les jeunes à aller vraiment dans des groupes armés, à adhérer dans des groupes armés. Il y a des promesses de trouver du travail, parce qu'il y a le chômage, la pauvreté. Mais je peux ajouter aussi la frustration liée à l'exclusion. Aujourd'hui, vous connaissez les problèmes des conflits intercommunautaires, l'exclusion de certaines communautés ou certaines ethnies. Et tout ça, ça motive les gens à adhérer dans des groupes armés. Mais pour défendre son groupe ethnique aussi, et pour se venger, ils adhèrent. Donc, il y a tous ces facteurs-là qui... Donc, on cherche la sécurité dans un groupe armé. Donc, c'est tout ça. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments. La maltraitance, les jeunes des délinquants. Il y a des jeunes qui n'ont pas étudié aujourd'hui. Le manque de scolarisation, l'oisiveté, comme vous connaissez tous, c'est la mère des vices. Et les jeunes ou les hommes en général trouvent vraiment un refuge dans des groupes armés. Et ça, je crois que nous avons aussi perdu M. Benoît. Son réseau n'est pas bon. Il y a M. B. Donc, oui, Maître Paty, est-ce que vous êtes de retour? Oui, j'ai un petit problème de courant. Vous allez pouvoir m'excuser par rapport à ces interactions. ce sont des facteurs qui mettent ainsi de faire des formations militaires. Désolé, M. Benoît, on vous avait déjà perdu. Donc, on ne savait pas que vous étiez en train de parler. On vous avait déjà perdu. Je ne sais pas si vous pouvez finir. Et après, dès que M. Benoît finit, Maître Paty, vous pouvez compléter. OK, merci. Merci. Je pense que... C'est bon, M. Benoît, vous avez fini? Oui. OK, d'accord. Parce que ça avait coupé, donc on ne vous entendait plus, on ne vous captait plus. Bon? Merci beaucoup. Maître Paty, vous pouvez compléter alors. Oui, je voulais juste insister sur un fait que la plupart des hommes combattants, des militaires que nous avons questionnés, ont tous passé la majeure partie de leur vie dans un environnement militarisé. Donc, ce qui nous pousse à dire que la construction des masculinités violentes chez les hommes, c'est vraiment fortement influencé par l'exposition à la violence pendant l'enfance et lors des conflits armés. Mais également, je voulais aussi insister sur un fait que les hommes ou les hommes qui rejoignent les groupes armés, ou même le militaire parfois, alors, ceux qui sont plus engagés dans l'armée, c'est pour gagner le respect et la reconnaissance protecteur, parce qu'il y a beaucoup ces éléments-là qui revenaient, nous avons interrogé, mettre l'accent sur la discipline et la justice comme de l'utiliser comme étant un moyen de pouvoir vivre leur masculinité militarisée. L'expérience des manques de respect, par exemple, de la négligence liée à l'injustice et à la pauvreté, sont des raisons les plus importantes pour lesquelles beaucoup des hommes qui ont essayé de rejoindre le groupe, l'armée. Mais en ce qui concerne les combattants dans les groupes rebelles, et beaucoup plus
Par rapport au sentiment d'été, ce qui était étonnant, beaucoup des hommes qui sont les armées ont commencé la peau qui essaie de Maître Paty, on ne vous capte plus. On ne vous capte plus. Il y a un problème de réseau. Je ne sais pas si vous avez m'entendre. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Il y a eu un problème de réseau. On ne vous capte plus. On s'est limité là où vous étiez en train de donner des raisons pour les gens qui sont dans la rébellion. C'est là qu'on s'était limité. Et le reste, on n'a pas entendu. On ne sait toujours pas vous capter. Les anciens combattants ont dans les centres d'administration et voilà. Allô, maintenant ça va? Maintenant ça va, merci. Désolé, hein, on ne savait pas. Oui, je disais, les anciens combattants rejoignent les groupes armés beaucoup plus par un choix négatif, c'est-à-dire les sentiments de frustration dans l'armée étaient une raison pour certains combattants, parce que beaucoup de ceux qui ont été interrogés ont eu un parcours avant de pouvoir rejoindre les groupes armés. Je voulais. Vous m'avez suivi? Oui, oui. Oui, nous avons essayé de résumer un peu. Donc, par rapport à cette question, ce que nous pourrons résumer de tous les panélistes, c'est que les raisons de la guerre en RDC, ce n'est pas seulement à cause des ressources, ce n'est pas seulement à cause de la politique, mais ce qui pousse au fait les jeunes, les hommes, les garçons à pouvoir s'impliquer dans les conflits armés. C'est aussi cette violence structurelle que nous avons, culturellement parlant, où les hommes utilisent la violence comme un langage pour s'exprimer, un langage pour exprimer leur mécontentement, leur frustration. Nous avons ça. Et nous avons aussi ce que M. Benoît a appelé un traumatisme sociétal et qui est dû à plusieurs facteurs comme la pauvreté, le chômage, le manque d'opportunités. Et c'est quand nous prenons tous ces facteurs en compte et nous avons cette poussée, cette envie des hommes et des garçons de pouvoir directement s'impliquer dans les conflits armés. Je crois que ça, c'est un peu pour résumer, comme il y avait un problème de réseau. Mais je voudrais revenir vers M. Benoît, en parlant tout justement vous avez parlé des jeunes, vous avez parlé des combattants. Qu'avez-vous appris de l'impact de la violence et du conflit sur ces combattants, sur ces jeunes? Oui, c'est vrai, il y a quelque chose qui les pousse, il y a un traumatisme sociétal qui pousse, il y a des raisons, il y a des causes profondes. Mais après votre recherche, qu'avez-vous appris? C'est quoi l'impact de ce sentiment-là, de cette violence-là, sociétale, comme vous avez appelé? Monsieur Benoît, on ne vous entend pas? Oui, merci. Par contre, c'était moi qui ne vous entendais pas bien. Et qu'est-ce que nous avons sur l'impact de la violence et du conflit sur les ex-combattants et sur les civils en général? Bien sûr, avec le vécu psychosocial des ex-combattants, ils ont vécu des choses horribles. Ils ont tué, ils ont été forcés à violer, ils ont pillé. Ils sont, après cette vie-là, ils sont stigmatisés, rejetés par la société. Et à cause de ce qu'ils ont fait, ils ont une souffrance psychologique. Et ce que nous avons appris, qu'il faut vraiment les aider. Parce que tout ce qu'ils ont vécu, ça aura une répercussion sur leur vie, sur eux-mêmes et sur leurs relations envers les autres. C'est pourquoi vous allez trouver chez eux, ils sont même violents, mais ils cachent ça, ils cachent leur violence.
Ils cachent ce qu'ils ont, leur souffrance, pardon. Ils cachent leur souffrance. Ils cachent leur traumatisme. Mais ils manifestent ça à la maison à travers la violence. Ils manifestent ça autrement. Donc, il faut des programmes, il faut des interventions pour les aider. Il ne faut pas laisser comme ça. Quand on fait des recherches, quand on a des résultats, il faut faire quelque chose. Il faut vraiment maintenant penser au programme. Et c'est ce que nous avons constaté vraiment. Ces ex-combattants, c'est tout le monde d'ailleurs, même les civils, qui vivent dans ces milieux où il y a beaucoup de violence, où il y a des conflits, où il y a beaucoup de guerres, souffrent. Nos sociétés sont malades. Nous avons des problèmes. Et nous sommes socialisés dans ces violences-là. Et si on ne fait pas quelque chose pour couper ce cercle vicieux de violence, on va vivre, et la génération qui va venir sera une génération toujours violente. Donc, nous avons appris qu'il faut, comme l'homme d'abord, en général, les hommes cachent leurs souffrances, leurs problèmes, il faut vraiment, comme le PIS le fait, il faut des programmes pour les hommes, aider les hommes qui cachent. Parce que les hommes gèrent très mal leurs souffrances. Au lieu de se faire soigner, ils utilisent l'alcool ou la drogue comme moyen d'oublier. Contradictoirement à la femme peut aller prier, peut aller chercher de l'aide, mais nous les hommes en général, c'est difficile de demander de l'aide. Donc moi je pense qu'il faut aider les hommes avec des programmes spécifiques pour les aider. Merci beaucoup pour votre réponse. Et là, merci beaucoup, parce que je n'ai pas encore fini, je pensais que l'Internet. Ok, d'accord, non, on vous entend. Ok. Et pour mettre fin, parce que nous avons vraiment appris, nous avons beaucoup appris, pour mettre fin à la violence, il faut s'attaquer à la racine. Et comme vous le savez tous, l'homme et le jeune en général, constitue en général la racine de la violence. Et c'est pourquoi il faut ces programmes spécifiques de la prévention. Et comme Paty a dit, madame, la perte de matériel à cause des conflits, le fait de perdre sa maison, de perdre sa famille, de se déplacer, et ça implique une perte identitaire. On perd son identité. Et on va chercher tous les moyens à faire violence pour s'affirmer encore qu'on est un homme. Et pourtant, on n'est rien. Donc, travailler avec les hommes contribue à la protection de la femme et de la jeune fille, mais aussi contribue à la prévention de la violence en général dans nos sociétés. Merci. Yared, tu voulais compléter quelque chose? Oui, Maître Paty, vous pouvez y aller. Oui, il y a aussi un élément assez important, intéressant par rapport à cette étude, et beaucoup plus, je jetterai des fleurs à Living Peace. Il a été constaté que lorsque nous avons pris les groupes de combattants, par exemple, et des militaires, vous sentez une nette différence dans la gestion du traumatisme lié à la vie des combattants, notamment chez ceux qui ont participé dans les forces des groupes armés et ceux qui sont dans l'armée, ceux qui ont été accompagnés par les séances psychosociales qu'accorde Living Peace, arriver à facilement gérer leur traumatisme et avoir une vie, une intégration très facile au niveau des communautés. Ce qui est très différent par rapport au constat que nous avons fait par rapport aux combattants, aux ex-combattants bien sûr, et militaires qui n'ont pas suivi ces soins psychosociaux qui accordent Living Peace. Donc c'est un élément que je voulais apporter à cette question. Merci beaucoup. Madame Annie, nous avons entendu Monsieur Benoît en train de parler de l'observation sur les hommes, les ex-combattants, parce que nous savons que la majorité c'était des hommes. Ils demandent que nous puissions avoir même des programmes qui vont un peu aider les hommes, ou soit qui vont cibler la racine, la cause profonde en fait de toutes ces violences en RDC. Mais avant, nous avons aussi entendu parler de le lien entre les violences, la communauté, les violences basées sur les genres. Alors, nous voulons savoir, Madame Annie, à partir de l'observation de cette recherche, que pouvez-vous nous dire sur les attitudes des hommes
envers les femmes dans ces milieux ciblés par la recherche et aussi sur l'étendue en fait, de la République démocratique du Congo parce que vous êtes consultante, experte régionale. Et quelles pourraient être les meilleures pratiques que nous pourrions utiliser pour changer ces attitudes? Parce que M. Benoît a parlé des programmes qui touchent la racine. Quelles sont ces pratiques que nous pourrons déjà utiliser, que vous pouvez conseiller par rapport à votre observation pour éradiquer au fait ces attitudes envers la femme? Merci, Madame Pierrette, pour la question. Pardon. Mais j'aimerais d'abord expliquer les normes des genres qui sont construites par la société et qui associent la masculinité au pouvoir, à la violence et au contrôle, et qui jouent un rôle important dans le conflit et l'insécurité. Les hommes doivent être durs et sont censés être nés avec des pouvoirs naturels pour dominer et protéger les autres, principalement les femmes et les enfants. Les rôles des stéréotypes de genre qui prévalent en RDC où l'homme est en effet supposé d'être le patron, le pourvoyeur, le protecteur de la famille, ce qui lui confère donc une position et un pouvoir privilégié par rapport à la femme et aux enfants. L'instrumentalisation de la socialisation masculine étant dominante, parfois même agressive, nous amène à dire qu'il y a encore du travail à faire. Parce que quand on a commencé dans ce concept de masculinité, beaucoup ignorent qu'on est peut-être tous ou toutes des personnes militarisées par nos actes, nos faits et notre façon d'agir. Mais je crois que les normes sociales de masculinité exigent des hommes qui se conforment aux attentes sociales en matière de responsabilité et de contrôle, ce qui les incite souvent à abuser de leur pouvoir par la violence et à intimider les autres. Et ce qui est conceptualisé comme masculinité militarisée, ce sont les abus et les violences commises par les hommes, y compris dans le cas de la RDC, des viols et des violences sexuelles que les femmes, surtout du côté de l'Est, sont en train de subir et continuent à subir parce que ça fait plus de 3 décennies maintenant où le problème des violences sexuelles continue à se passer à l'Est de la RDC. Par conséquent, les hommes qui se considèrent autorisés à utiliser la violence contre les hommes, à dominer, à contrôler les hommes, y compris celles qui s'identifient aux versions, aux masculinités. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de diminuer cette violence? Moi, je crois que quand on a fait les constructions d'alliances, nous avons essayé de voir avec la redevabilité que nous avons appris en travaillant avec Ménangage. Nous sommes tous et toutes redevables parce que nous posons parfois des actes qui n'arrivent pas à diminuer la violence là où nous sommes. Et au regard de cette situation, il s'avère donc impérieux de bâtir et de renforcer les alliances, d'abord entre les activistes féminines pour freiner toutes les tendances de masculinité militarisée à travers l'émergence des mouvements pour la justice de genre et des efforts plus larges visant la promotion de la justice, de l'égalité sociale, politique et économique. Merci. Madame Annie, juste pour poser une question par rapport à ce que vous venez de dire à la fin, quand vous parlez de redevabilité, c'est la redevabilité de qui vers qui? Est-ce que c'est la redevabilité des organisations de la société civile? C'est la redevabilité des hommes? En fait, qui est redevable et à qui?
du gouvernement congolais. Je crois que, Pierrette, nous sommes toutes redevables d'abord. Parce que j'avais dit avant, on s'ignore. On est toutes et tous militarisés par les actes que nous posons, par notre façon d'agir. Je commence par les activistes, étant moi-même activiste. Donc, si nous, en tant qu'activistes, nous comprenons bien les termes de militarisation ou de masculinité militarisée, c'est une façon de bâtir des alliances d'abord entre nous pour freiner toutes ces tendances, parce qu'on peut travailler ensemble avec ces hommes qui sont violents, en faisant même une éducation de cette violence qui peut réduire cette masculinité militarisée. Nous devons fournir des efforts pour essayer de freiner l'émergence de cette masculinité militarisée en faisant d'abord des mouvements qui vont concerner la justice des genres. Et les efforts doivent être lancés à la promotion de la justice, à l'égalité et à la politique économique. À ce moment-là, tout le monde est redevable, que ce soit les hommes, les femmes qui travaillent pour avoir une paix féministe, mais qui s'ignorent, les hommes qui se disent être engagés pour aider les femmes, mais parfois on se pose la question, est-ce qu'ils ne viennent pas piétiner déjà l'effort que les femmes sont en train de faire? Donc, je crois que la redevabilité nous concerne toutes et tous. Merci beaucoup, Madame Annie. Avant de passer à Maître Paty qui voulait faire un commentaire, j'ai entendu, et après passer à notre audience pour les questions-réponses, je voulais revenir vers la question de construction d'alliances. Vous avez parlé, vous avez dit que parmi les pratiques et la redevabilité, vous avez aussi parlé de la construction d'alliances. Qui construit ces alliances? Qui avons-nous dans ces alliances? C'est les alliances entre qui et qui? Des gouvernements, des pays, des humains? Si peut-être qu'il y a dans l'audience des gens qui voudraient peut-être plus comprendre par rapport à ça. Mais il n'y a pas que Madame Annie qui peut répondre à ça. Ok, je peux répondre à ça? Oui, merci. Oui, alors, par rapport à votre question, je trouve ça très intéressant. Je dirais que la transversalité de cette question de masculinité militarisée exige à ce que cette alliance, cette construction d'alliance soit menée par des acteurs qui travaillent dans différents secteurs. Je vous donne un exemple. C'est-à-dire, quand nous voulons, ceux qui travaillent pour les droits de l'enfant, ceux qui travaillent contre les inégalités, par exemple, des genres, ceux qui travaillent pour les droits des personnes vivant avec handicap, nous avons un point, un dénominateur commun dans tous ces combats. Et il faudra à ce que une part des luttes soit menée pour que nous puissions travailler contre les injustices sociétales, qui en fait sont le dénominateur commun de tout ce travail que nous sommes en train de faire. Donc je pense que la première construction d'alliance doit être une construction d'alliance transversale, parce que ceux qui travaillent pour les droits de l'enfant, ceux qui travaillent pour différentes injustices, doivent savoir qu'il y a un dénominateur commun qui lie toutes ces injustices et que chacun devait apporter une contribution à cette structuration, parce que ces violences sont tellement structurelles. Donc, si vous travaillez pour les droits de l'enfant, ne pensez pas que les questions du genre ne vous concernent pas. Si vous travaillez pour les inégalités, par exemple, politiques, ne pensez pas que ceux qui travaillent pour les droits des personnes avec handicap, ces questions ne vous concernent pas. Parce que si nous mettons nous tous un accent sur une société équitable, juste, je pense que ça peut répondre de manière transversale à toutes nos désirata. Donc, c'est déjà à ce niveau-là que cette construction d'alliance doit s'inscrire dans une certaine transversalité dans les combats. Merci beaucoup, Maître Paty. Donc, nous venons de comprendre que la construction de ces alliances, c'est la construction des alliances entre tous les acteurs sur tous les aspects qui touchent la communauté congolaise, qui se mettent ensemble pour créer des programmes conviviaux qui pourront répondre à différents challenges de la communauté par rapport aux conflits armés au Congo, si nous comprenons bien. Je ne sais pas s'il y a
un autre panéliste qui voudrait faire des commentaires avant que nous puissions passer à l'audience? Monsieur Robert, un autre commentaire à faire ou nous pouvons déjà passer à notre session questions-réponses avec l'audience? Mais moi, je peux... Allô? Oui, oui, on vous entend très bien. Ok, je voulais ajouter quelque chose, hein. Donc, Oui. nous avons parlé de ces alliances, donc les différents acteurs qui se mettent ensemble, les différents programmes. Mais je voulais souligner quelque chose sur les programmes aussi. Et souligner l'aspect sur tout programme ou toute intervention ou toute méthodologie ou tout projet qui veut transformer l'homme ou toute sensibilisation, ces hommes violents, si vous voulez changer ces normes sociales, si vous voulez les aider, si vous voulez changer ou transformer ces hommes avec une masculinité négative, hein, pour qu'ils deviennent des hommes avec une masculinité positive, moi, je pense que pensez beaucoup aussi au soutien psychosocial. Ce sont des hommes qui ont vécu beaucoup de choses. Ils souffrent psychologiquement. Il faut les aider. Et tous les programmes, tous les projets, pensez à l'aspect psychosocial. Et c'est ça aussi la spécificité des Living Peace Institute qui fait la combinaison. Il travaille dans la masculinité positive, la transformation du genre, mais on commence d'abord par le soutien psychosocial. C'est capital et c'est important aujourd'hui. On ne peut pas sensibiliser un fou, quelqu'un qui est très violent, à changer ses comportements, ses normes sociales. On ne peut pas les défabriquer, à les déconstruire aussi longtemps que sa santé mentale est problématique. Et je voulais vraiment insister sur intégrer cet aspect-là de santé mentale dans beaucoup de projets qui touchent les problèmes de violence sexuelle et des problèmes de violence en général chez nous au Congo et partout en Afrique et au monde entier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Benoît. Pierrette, j'aimerais terminer Oui. en disant ceci. Oui. Il faut noter que le premier combat que Wilfred DC s'assigne dans le cadre de la lutte contre la masculinité militarisée, c'est la révision de la politique nationale du genre qui doit prendre en compte cette problématique de masculinité militarisée en considérant des hommes et des garçons comme des cibles à part entière, contrairement à ce qui est prévu actuellement. Si on s'attaque à des causes profondes de violence, cela va nous obliger à analyser les différentes politiques et programmes que le gouvernement essaye d'employer pour résoudre les conflits, puis ajouter la prise en compte de cette dimension sur la masculinité militarisée. Et de ce fait, nous sommes en train de répertorier ces différents programmes et de les analyser. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Annie. Merci pour cette information. Sans plus tarder, nous allons passer à notre audience. Je ne sais pas si, je vois déjà qu'il y a des mains levées. Nous allons passer à l'audience. Nous allons prendre des questions. Nous avons 15 minutes pour ceux qui nous ont rejoints après. Il y a l'interprétation. Donc, chacun doit choisir son canal. Si vous parlez français, vous choisissez un canal français. Comme ça, les interprètes seront en mesure de vous entendre et d'interpréter. If you speak English, please, you still need to choose a channel so that the interpreters can get your question and translate to the audience. Thank you very much. Nous avons une question de Monsieur Guy. S'il vous plaît, avant de poser votre question, vous pouvez nous dire votre nom, la ville et peut-être votre organisation aussi. Merci. Monsieur Guy? Oui. Est-ce que vous nous entendez? Il a sa main levée, mais... Oui, Monsieur Guy, est-ce que vous nous entendez? Alors là, Monsieur Guy ne nous entend pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait poser une question en attendant que... Je crois que peut-être Monsieur Guy a un problème de connexion ou soit il n'est pas connecté à un canal spécifique. Si Monsieur Guy
trouve dans un canal qui est interprété. Est-ce que les interprètes peuvent nous aider à lui demander de se connecter pour nous entendre? OK. Monsieur Guy, est-ce que vous nous entendez maintenant? Allô, Monsieur Guy? OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait poser une question? Et puis nous reviendrons vers Monsieur Guy après. Oui, nous avons Henny. Madame Henny, vous pouvez poser votre question, si vous m'entendez. Ou bien complément? Peut-être ils ont des compléments. S'ils ont des compléments, oui. Hello, you hear me? Yes, we can hear you. You can ask your question, Henny. Yes, my question is in fact something I like to add to give more credits to the success of such an important research. I Thank am you. one of the researchers that helped the team in Congo. I'm based in Kinshasa. But I think also Annie and Benoit, you are very aware that last year, your President Tshisekedi, he was the one who initiated the first Kinshasa agreement on supporting positive masculinity. And I think it's not only because of the research, but it's because of all those activities that definitely arrived at the high levels of the government in Congo. And this is seen as a very important start because it is of the African Union. I'm sure Annie can even talk more about it. And I also know that there is a lot of interest at that levels to come with a national campaign in Congo on the topic of positive masculinity. So it's just to say, okay, the impact of doing this kind of work and the research that the team did and everything is reaching far. That's what I wanted to add. Thank you very much, Henny, for your input. This is a very, very informative comment. I don't know if Guy can hear us. If he can't, then we can jump to Dustin. Hello everyone, bonjour à tout le monde, je peux parler les deux langues sans problème. Je m'excuse un peu, je me suis connecté un peu en retard, mais je vous ai bien suivi. Vous avez parlé de recherches que vous avez menées avec les anciens soldats. J'aimerais savoir un peu comment vous êtes arrivé à les identifier. Est-ce que c'était facile? Et quels sont les risques de travailler avec les enfants, les anciens soldats? Quand vous parlez déjà de la question de la masculinité, vous savez que l'armée est déjà une institution qui est hautement masculinisée. Alors, quand ces hommes quittent l'armée, comment se comportent-ils quand vous parlez avec eux et quels sont les risques que vous-même, en tant que chercheur, vous entourez? Et de l'autre côté, je voudrais aussi savoir par rapport à l'intervention de madame, on parle de plus en plus de la masculinité positive au niveau de la RDC. Est-ce qu'à votre niveau, vous avez parlé de l'implication de tout le monde? Quels sont les efforts que vous êtes en train de faire pour que votre plaidoyer arrive au niveau du gouvernement et quels en sont les résultats jusque-là? Qu'est-ce que le gouvernement fait par rapport à toutes ces données, à toutes ces informations que vous êtes en train de collecter et de mettre à sa disposition? Je ne sais pas si je peux traduire ça en anglais. Non, il y a des interprètes qui font ce travail-là pour vous, ne vous en faites pas. OK, merci beaucoup. Oui, juste pour canaliser vos questions, en fait, parce que je divise ça en 3 questions.
Vous avez posé la question sur les cibles. La personne qui a parlé de cibles, c'était Maître Paty. Donc, Maître Paty pourra vous répondre par rapport à ça. La personne qui a parlé des problèmes, des risques sécuritaires, c'était M. Benoît. M. Benoît, si vous pouvez lui répondre par rapport à ça. Et ensuite, la dernière question sur les masculinités positives, nous aurons Mme Annie. Je ne sais pas qui peut commencer. Monsieur Benoît, les risques… Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Et je vais parler de comment nous avons identifié, nous avons travaillé avec les militaires et les policiers depuis 2015. Living Peace travaille avec les militaires et les policiers. Comment on les identifie? Et nous pouvons souligner aussi, c'est parmi les mêmes militaires et les mêmes policiers de notre groupe d'intervention que nous avons puisé pour l'échantillon de notre recherche. Alors, nous travaillons avec la hiérarchie de la FARDC, Forces armées congolaises, et même de la police. Nous commençons par les différentes autorités, les contacts, on leur parle du programme que nous avons, et l'objectif, l'importance de ces programmes, et d'une façon progressive, on touche vraiment tous les niveaux, on implique toutes les autorités politico-militaires administratives pour les impliquer dans l'identification de notre groupe cible, c'est-à-dire les militaires et les policiers. Et nous avons leur bénédiction. On ne peut rien faire sans leur accord, sans leur autorisation. Et nous sommes sensibles au conflit quand on fait l'intervention. Donc, à tous les niveaux, on tient compte vraiment, on est sensible vraiment à faire le monitoring de la situation sécuritaire, pas à pas, pour ne pas exposer et nos collègues et nos chercheurs. Donc, il faut toujours l'autorisation d'un chef ou d'un leader ou d'une autorité. Et de même aussi avec les ex-combattants. Les ex-combattants vivent dans différents villages. Et pour travailler avec eux, il y a les programmes de DD, il y a les autorités ou les leaders communautaires, il y a les religieux, et on commence d'abord à les contacter, et à parler avec eux pour les atteindre. Donc, que ce soit chez les militaires, chez les policiers, que ce soit chez les ex-combattants, on commence toujours à contacter les autorités locales pour avoir le feu vert ou les différentes autorisations. Merci. Merci beaucoup. Nous allons Maître Paty, si vous êtes là. J'aimerais répondre. Donc, la recherche sur la masculinité militarisée a commencé avant qu'il y ait le programme de la masculinité positive qui était initié au sein de l'Union africaine. À l'époque, j'étais assistante à l'Union africaine où on accompagnait le président de la République dans sa mandature comme président de l'Union africaine. Et nous étions déjà dans notre recherche de masculinité militarisée. Et nous avons travaillé, quand l'Union africaine voulait qu'on puisse choisir un président qui peut porter comme champion de la masculinité positive, nous avons travaillé là-dedans. Et il y a des critères qu'on a donnés, évidemment, pour qu'un président de l'Afrique soit champion de la masculinité positive. Il y a des recommandations qui sont même données. Le fait qu'il soit champion de la masculinité positive. Mais le fait que nous travaillons déjà sur la masculinité militarisée, quand nous avons eu à présenter notre étude auprès des institutions, nous avons connu beaucoup de problèmes parce que le mot militarisé employé dans ce concept suscite encore des questionnements et résistances au sein, par exemple, de forces armées, la police, qui estiment que du militarisme dans le sens de cette masculinité serait une autre façon de négativisme auprès du travail que les forces armées et la police font. Et c'est comme ça qu'on a dit que pour la deuxième phase de cette étude,
Nous voulons entrer réellement en profondeur pour bien asseoir ce concept de masculinité militarisée. Je crois que M. Benoît vient de répondre que nous avons travaillé dans un environnement d'insécurité totale, parce que c'était pendant la guerre à l'est de la RDC. Et au départ, nous avons choisi les 3 provinces où se trouve la guerre, c'est-à-dire le Nord Kivu, Sud Kivu et l'Ituri. On allait faire des enquêtes, par exemple, à Ituri, où en faisant des focus group, on était obligé de se concentrer sur une place pour mener ces enquêtes. Donc, notre étude, c'est une étude qui prend quand même de l'ampleur, il faut l'avouer, parce que ces termes de masculinité militarisée, quand quelqu'un entend ça, quand on dit à quelqu'un, on faisait une étude sur la masculinité militarisée, à première vue, on croit qu'on a affaire à des armes. Mais je venais d'expliquer avant que nous sommes tous et toutes militarisés par nos comportements, les actes que nous posons, ainsi de suite. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas si Maître Paty a quelque chose à ajouter par rapport aux cibles, avant que nous puissions passer à la prochaine personne. Non, pas du tout, Pierrette. Merci. Donc, merci beaucoup. Je crois que M. Dostin, vous avez pu avoir vos réponses et aussi s'il y avait des gens dans l'audience qui avaient les mêmes questions. Nous avons Madame Sylvie Dormont. Si vous pouvez nous poser votre question. Merci beaucoup, Pierrette. J'espère que vous me... C'est bon? Oui, c'est bon maintenant, ça marche. C'est bon maintenant, ça marche. D'accord, merci, super. Je voudrais déjà dire merci et féliciter RDC, c'est super, vraiment, ce webinaire. Et on se rend compte que la recherche a été vraiment profonde au regard de ce qui a été porté à notre connaissance comme findings, si je peux le dire ainsi. Et je voudrais juste faire 2-3 contributions, dire que je soutiens tellement la proposition qui a été faite en termes de l'accompagnement en termes de santé mentale. Je vous assure, quand je regarde, ça c'est le cas de la RDC et bien d'autres pays, c'est vrai, c'est des personnes qui ont été dans le camp de l'oppression, permettez-moi le terme, c'est-à-dire qui ont rejoint les groupes armés, qui ont commis des atrocités. Mais qu'est-ce qu'on pense de nos pays? On voudrait que les choses changent. Et c'est important de leur apporter cet accompagnement-là. Si on ne le fait pas, c'est une bombe à retardement pour nos pays. Ça, il faut vraiment le faire. Nous avons eu un cas comme ça, quelqu'un au Cameroun qui a même accepté de quitter les groupes armés, mais qui a déprimé et passé. Donc, ça, c'est un point important. Surtout que l'accompagnement qu'on leur donne, c'est l'accompagnement pour gérer le stress économique et autres. Mais ce volet psychosocial est très important. Pendant qu'on le fait, il faut également questionner, comme ça a été dit pendant ce webinaire, quelles sont ces causes structurelles dont a parlé Mme Annie Matoudou tout à l'heure. Parce que tout ça, au-dessus, il y a des causes structurelles. On va voir ces petits éléments en dessous, mais il y a des causes structurelles. Il faut également les questionner. Et je voudrais aller plus loin aussi. Si je prends le cas de la RDC et même d'autres pays africains, pourquoi même toutes ces choses-là, pourquoi même ces causes structurelles-là? Il y a d'autres enjeux qui sont au-delà de nos continents. Ça, il faut avoir à différents niveaux. Parfois, on crucifie des gens dans les pays alors que les vrais auteurs sont très loin. Donc, il y a plusieurs niveaux d'intervention. En termes de propositions, moi, je voudrais ajouter à tout ce qui a été dit déjà simplement, Mme Annie Matoudou l'a dit, en termes d'adaptation des politiques en conséquence. Je voudrais dire que l'un des documents politiques qui est très important pour nous, c'est par exemple la résolution 1325, les plans d'action nationaux. Veillez à ce que cette question-là soit désormais présente, visible dans les plans d'action nationaux et des actions concrètes adoptées par rapport à cela. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est de façon plus pratique. Je suis très contente quand je vois Pierrette est là, Maman Annie est là, mais je vois 2 hommes. C'est-à-dire que c'est des hommes qui championnent, c'est les champions. Désormais, faire de ces hommes champions-là un autre cheval de bataille. Il ne faut pas parler comme si on n'avait pas des exemples sous la main.
Nous en avons au Cameroun, nous en avons à RDC, nous en avons dans plusieurs pays. Utilisons ces hommes-là comme des modèles. Utilisons-les comme des champions. On ne va pas parler seulement, on a des exemples devant nous. How do we make good? Comment utiliser à bon escient cette expertise qui est là et qui tient un discours qui est suffisamment important pour faire changer les choses. Donc, c'est vraiment une très petite contribution et une fois de plus, merci beaucoup à Maman Annie et toute son équipe pour ce travail extraordinaire. Merci à Dean et Pierrette parce que nous avons toujours été là depuis le début. Pierrette, j'aimerais faire un petit commentaire. C'est ce que Madame Sylvie vient de dire. Merci, Madame Sylvie, pour ces contributions. En ce qui concerne le problème de prise en charge des personnes du point de vue santé mentale, je crois qu'on a travaillé avec notre chercheur, Madame Eni, qui, avec Living Peace, font un travail formidable pour aider les personnes qui sortent de ces guerres, de ces conflits du point de vue mental. Je crois que cet accompagnement a été très bénéfique parmi les ex-combattants. Et merci aussi d'avoir soulevé, peut-être en révisant nos plans d'action de la résolution 1325, peut-être on peut mettre aussi le volet masculinité à l'intérieur, que ça soit toxique, positive ou militarisé. Merci beaucoup. Merci, Madame Annie. Pour ajouter Monsieur Benoît. Oui, ok. Je sais que nous voulons. C'était juste un petit complément. Parce que, oui, et surtout sur l'accompagnement psychosocial, on a vu on a vu avec les programmes des DDR partout, la réinsertion socio-économique des ex-combattants. C'est là où beaucoup de projets, on met beaucoup d'importance sur ça, c'est bien, mais ça échoue au finish parce que on oublie un aspect important, c'est l'accompagnement psychosocial et tout le monde est laissé. Comment on peut donner l'équipe de réinsertion aux gens qui souffrent mentalement, psychologiquement. Donc ça, vraiment, il faut dans beaucoup de projets qu'on intègre ça, qu'on intègre cet aspect pour aider vraiment à une insertion, je peux dire, holistique. Et ça, c'est très important. C'est très important. Comme j'avais dit, excusez-moi, le terme là de fou, et je ne peux pas utiliser ça, mais comment donner un guide de réinsertion à un fou, à quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, il va vendre ça. C'est pourquoi ça ne réussit pas. Et donc, il faut que les politiques, tous les décideurs, les ONG pensent aussi à cet aspect-là. Merci beaucoup. OK, merci. Nous allons revenir vraiment vers le programme à la fin. Là, nous courons après le temps déjà, mais je ne sais pas s'il y a encore une seule personne qui voudrait poser la question avant qu'on clôture. Si on n'a pas, c'est bien, on peut directement passer à notre dernier tour de questions avec les panélistes. Est-ce que nous avons quelqu'un à l'audience qui a encore une question? Non? Merci beaucoup, j'aime cette audience. Merci beaucoup. Je vais revenir vers vous, Madame Annie, Monsieur Benoît, Maître Paty. On a entendu les réponses, le procédé de la recherche, les résultats, les impacts, cette ambition que vous avez avec les programmes. Mais nous voudrons un peu discuter juste pour cette fin des implications de cette recherche par rapport aussi au travail que vous faites en République démocratique du Congo. Alors, pour Madame Annie, ma question serait, qu'est-ce que WILF compte faire des résultats de cette recherche? Comment est-ce que WILF compte utiliser ces résultats pour mobiliser les hommes pour la paix féministe? Parce que nous savons que WILF, quand nous parlons de WILF, partout au monde ou en République démocratique du Congo, c'est la paix féministe. Comment est-ce que WILF voudrait utiliser ces résultats pour mobiliser les hommes pour la paix féministe et quels sont les plaidoyers que WILF fait déjà pour mobiliser ces gens-là? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose en marche? Madame Annie? Oui, Madame Pierrette, je crois que je venais de le dire avant.
pour Wilfred Dessay dans le cadre de la lutte contre la masculinité militarisée. Nous aimerons réellement, après avoir présenté d'abord la première étude, il y a eu des recommandations que nous avons données qui se résumaient en 5 étapes, en commençant d'abord par l'appropriation de ce concept masculinité militarisée auprès des organisations qui ont construit des alliances avec nous. Nous allons continuer dans cette volet pour qu'on puisse parler le même langage. On a donné des recommandations auprès des institutions en commençant par le gouvernement, les parlementaires, voire même les ambassades. Parce qu'on vient, si je prends les cas des ambassades, par exemple, ils ont dans leur programme des fonds pour aider, pour réduire tout ce qui est masculinité militarisée. Parce que nous voulons qu'il y ait baisse de toutes ces violences. Mais parfois, les ambassades ne savent pas comment utiliser ces fonds qui sont à leur disposition. Donc, on a fait un plaidoyer auprès des ambassades pour montrer l'utilité de notre étude auprès du gouvernement, pour essayer de voir que c'est une étude qui est transversale dans plusieurs ministères, que chaque ministère, que ce soit le ministère du genre, le ministère de la jeunesse, le ministère de la défense, le ministère de la justice, et qu'il y ait une appropriation dans le programme et les projets que les ministères font aussi concernant la masculinité militarisée. Et nous sommes en train de prendre cette dimension pour faire des programmes et analyser ensemble avec les personnes qui aimeraient bien qu'il y ait réduction de la masculinité militarisée. C'est ça notre approche. Donc, nos résultats vont essayer de nous amener à faire changer la donne. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on va réellement rayer la masculinité militarisée, mais on peut réduire en faisant des programmes qui sont associés à cette violence qui se promène un peu partout en RDC. Merci. Merci beaucoup, Madame Annie, pour votre réponse. Je vais passer à Maître Paty. Maître Paty, vous êtes expert en RDC, en politique, pouvoir, masculinité, surtout quand on parle de pouvoir, c'est grand. Hein? Vous êtes l'expert. Alors, notre question par rapport à l'implication de NDI en RDC-CRE, quelles sont les principales recommandations que vous avez pour engager les hommes après analyse, après observation de ces résultats? Parce que quand on parle d'hommes, on ne voit pas seulement les hommes dans la société, mais nous voyons aussi les décideurs. Nous savons qu'en RDC, la prise des décisions, c'est plus les hommes. Nous savons qu'en RDC, quand on parle de politique, le gouvernement, la majorité, c'est les hommes. Et comme vous êtes expert dans ce domaine, quelles sont les recommandations que vous nous donnez aujourd'hui? Comment est-ce que nous pourrons résoudre ce problème? Alors, je ne sais pas si je suis saisi, parce que je basculais vers les téléphones. Oui, nous entendons, Maître Paty, merci. Alors, je voulais dire ceci. Alors, il est certes qu'au niveau des NDI, on ne travaille pas principalement sur les questions de violence masculine, mais il faut avouer que les domaines politiques dans lesquels le NDI travaille, il se manifeste plusieurs formes de masculinité violente des hommes à travers des politiques et des modes de gestion de plus en plus antidémocratiques. Alors, depuis 2020, c'est à l'issue de ce constat-là que depuis 2020, le NDI a mis en place une nouvelle approche que nous avons intitulée, comme vous avez dit, masculinité, pouvoir politique, qui essaie de challenger les hommes politiques, principalement, par une prise de conscience sur le méfait des formes de violence, des violences de masculinité, sur comment se traduisent ces formes de violence, de masculinité violente dans la sphère politique, avec toutes les conséquences que cela a sur les femmes, d'abord, qui sont dans le milieu politique, mais également sur la gestion étatique. Donc, à travers cette approche, pour essayer de répondre à votre préoccupation,
Le NDA essaie de voir comment nous pouvons quitter les approches sensibilisatrices pour aller vers des approches transformatrices qui essaient de prendre en compte les aspects psychosociaux des hommes. Donc, il était à l'époque, lorsque nous travaillons avec les hommes sur les questions des gens, lorsque nous travaillons avec les hommes sur les questions de masculinité, les approches que nous amenons, c'était plus de sensibiliser ces hommes sur l'importance de cette question. Mais avec l'approche que le NDA a voulu développer, c'est vraiment une approche qui essaie de voir les changements comportementaux. Donc, de transformer ces hommes politiques qui sont, en fait, beaucoup de ceux que nous avons interrogés ignorent effectivement le méfait des actes politiques qui peuvent être des facteurs assez influents sur le développement de ces masculinités militarisées dans le pays. Donc, si ces hommes prennent conscience des méfaits des formes de masculinité violente par eux-mêmes, à travers une transformation de leur propre masculinité, je pense que par ricochet, ces hommes peuvent développer maintenant des politiques de gestion, des manières de gérer les pays avec une forme de masculinité positive. Donc, on veut traduire la masculinité positive en forme de gestion politique et à une façon dans un système politique qui peut être mis en place dans un État. Donc, c'est un peu ça le challenge que nous, au niveau des NDA, on essaie d'apporter par rapport à cette question de masculinité violente. Merci. Merci beaucoup, Maître Paty, pour cette réponse informative. Nous allons passer à M. Benoît. Je vois M. Benoît qui attend déjà sa question. Il est là, il faut parler. Je suis là, j'ai toutes les réponses. Je maîtrise la chose. Beaucoup de choses ont été dites par rapport aux recommandations, merci. Et moi, je voulais ajouter quelque chose sur ces webinaires. Donc, ici, vous voyez, après la recherche, c'est très rare de voir même qu'on organise un webinaire, une conférence comme ça, au niveau même local, au niveau des Congolais. Beaucoup de recherches, après les résultats, on met ça dans les tiroirs. Et ça, c'est très bien, vraiment. On informe au moins le public de ce qui s'est passé, du résultat. Et ça, c'est bien. Et à ce niveau-là, je peux dire, le résultat de cette recherche, on peut informer les décideurs sur les résultats. On peut informer beaucoup de bailleurs, pas seulement se focaliser sur certains que chaque organisation connaisse, mais divulguer les résultats. Par exemple, nous, donc on peut même former, on forme même les ambassades, les bailleurs sur le problème de la masculinité positive. Parce que nous, on a fait ça. Living Peace a déjà été à l'ambassade de Suède pour former l'équipe de l'ambassade à Kinshasa. Et il s'est rendu compte, bon, ça existe. Et ça peut influencer aussi au niveau, quand ils vont faire des propos par rapport au projet. On peut intégrer certains éléments de résultats de certaines recherches. Donc, informer et former. Même on peut informer et aider à changer les bailleurs sur leurs décisions, quoi. Et même les politiciens. On cherche le financement ailleurs et pourtant, même au Congo, on a parlé du président Tshisekedi, a parlé de la masculinité positive, mais lui-même, on peut faire le plaidoyer à ce niveau-là, au niveau de la présidence, pour avoir le financement. Donc, on peut travailler beaucoup sur les plaidoyers. Mais aussi, je peux faire la recommandation. M. Paty a dit quitter les approches sensibilisatrices vers les approches transformatrices. C'est bien. Mais nous travaillons déjà dans ce domaine, mais comment aborder vraiment aussi l'aspect, les problèmes des jeunes? La jeunesse, travaille avec beaucoup de la jeunesse. S'il vous plaît, monsieur Benoît, si je peux ajouter, dans votre réponse, est-ce que vous pouvez aussi nous parler concrètement de comment est-ce que vous pensez, en tant que Living Peace Institute en RDC, remédier au problème de traumatisme dont vous avez parlé, qui a été généré par 3 décennies de guerre en RDC? Si vous pouvez aussi inclure ça, merci. Ah oui, merci beaucoup. Ça, c'est une autre question. Oui. OK, donc je disais comment nous, dans le cadre de la prévention, on peut beaucoup travailler avec la jeunesse parce qu'il y a dans beaucoup de programmes, même nous aujourd'hui, depuis 2015, on travaille avec les hommes en uniforme, on travaille avec les adultes en général civil, mais comment on peut
travailler, intégrer dans notre paquet la jeunesse, parce que c'est ça le Congo de demain. Et la violence, ça commence dès le bas âge, ça commence dans la famille, dans la communauté, mais comment intégrer ces jeunes dans notre programme. Si j'ai bien compris, votre question c'était que fait Living Peace pour remédier au traumatisme, n'est-ce pas? Oui, oui, vous avez parlé de ce traumatisme, vous nous avez parlé des anciens combattants aussi qui sont traumatisés quand ils reviennent, donc nous avons parlé de tout ça. Qu'est-ce que vous faites à la vue de ces résultats pour remédier en fait à ce problème? Ah, ok, bon. Concrètement, nous allons multiplier les efforts pour intégrer, vraiment travailler beaucoup dans ces zones de conflit. Ce n'est pas facile. Nous connaissons que notre société est malade. Nous vivons dans un contexte vraiment, nous sommes vulnérables à cause de ces violences et nous ne pouvons pas nous développer à cause de ces problèmes de violence généralisés. Nous devons, Living Peace va chercher par tous les moyens travailler avec ces hommes ex-combattants, ces hommes militaires, ces hommes adultes, jeunes, adolescents qui vivent dans ces zones-là, dans ces contextes-là, dans notre... Donc, nous allons faire tout pour travailler avec eux et tenir compte de ces deux aspects, surtout le problème de violence et le problème de santé mentale. Nous allons vraiment faire tout pour travailler avec ces gens. Merci beaucoup. Je voudrais encore remercier une fois nos panélistes et notre audience pour ces moments passés ensemble. Without further ado, I'm going to pass the mic to Dean. Dean Peacock, if you have remarks, anything to say so that we can close the webinar. Great. Thank you so much, Pierrette. I hope everyone can hear me. And I realize I can see, Annie, especially from your image, that it's quite late in Kinshasa and where you are, Benoit and Goma. And I really, really want to thank you for participating in the panel late in the day and for your really rich and interesting discussion. I thought expertly moderated by you, Pierrette. And so I'm not going to try and summarize the very rich, as I say, discussion, but did just want to thank you for the breadth of the analysis that you brought to bear. Talking about some of the structural factors, the forces, the kind of transnational forces outside of the DRC that are impacting on the DRC. And I know, Annie, in your research report, you point to the extractives industry, to the arms industry, the corruption that's pervasive, some of these structural factors. And Benoit, your, I think, critical analysis about the importance of recognizing and addressing trauma, all too often in the depictions of sexual and gender-based violence in the DRC, the men who have perpetrated violence, and I think men more generally, are depicted in very homogeneous, very pathologized ways. And I think everyone in this discussion brought a much richer and much more nuanced perspective of the root causes and the strategies that are needed to address militarized masculinities and to address men's violence in the DRC. And so really, really looking forward to hearing more about the implementation of the strategies that you mentioned, including the important additional research you want to do, Annie and Patty, on men's resistance to these discussions about militarized masculinities. And Patty, the very important work you're doing with men in political organizations. So we look forward to learning more from you about the additional research you're conducting, the strategies you're implementing, and really just delighted to be working together with you on this important project. So to each of you, Pierrette, Benoit, Annie, Patty, thank you so much for your participation today. And I really also want to thank our brilliant interpreters, Joe and Fatima, who've done just an excellent job of the interpretation. It was, you made it so easy for all of us. So thank you very, very much.
and look forward to circulating the video. We will do a blog of the event, and really look forward to remaining in touch. Annie, we'll see you next week at our partners meeting in Zanzibar. Thank you very, very much, everyone, and really appreciate those of you who stayed on the call to the very end. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Bye. Bye bye, merci. Merci. Au revoir, merci tout le monde. Merci Sylvie, merci Guy, Patty, Dostin, Zanzibar. Ok. Yo, merci. Merci beaucoup. Samy, merci Joe, merci Gloria, merci Fatima. Merci Pierrette. À plus. Bye. Bye-bye. Thank you. Benoit, thanks again so much. Thank you, Dean. Thank you. Bye bye. Thank you, Dean. Thank you. Thank you. And for those people who are recording, just to ask you please to remember to save the recording. Au revoir, Angelica. Hello, bonjour Annie. Bonsoir, bonsoir. So, yeah. Bonsoir, on est dans le noir. Angelica, that load shedding. Oui, yes. Sorry, special light. Nous sommes dans le noir, toujours dans le noir. Wow. J'adore la conversation. Merci beaucoup, Annie. C'est très, très bon. La conversation, c'est excellent. Merci beaucoup, Annie. Yeah, really very, very rich and interesting. Thank you. La modération, Thank you. très bon, Thank très you. bon. Je suis très heureuse. Thank you. Congratulations. Thank I you. think it Yeah. automatically. Merci. À nous revoir dans quelques jours, hein, à Oui, oui. Zanzibar. Je pense que le recording, c'est automatique. Parce que, yeah, I don't think I need to do anything, Dean, because when it's a thing, click recording, I cannot It do goes to the anything. cloud. So, Okay. yeah, it's going to the cloud, so that we don't worry. So that's what happened last time, Rebecca, isn't it? I think it went to the cloud. That's what you had it. But, Okay, I'm but gonna I press stop was recording then. listening only French. Yeah, j'ai écouté le français, Annie. C'est très beau, très beau. Je suis très